elles vont beaucoup plus se plaindre de mal dormir. C'est pas fatalement de l'insomnie, mais c'est des troubles du sommeil. D'accord. Moi, j'avais été aussi surpris des plaintes qui étaient surtout la fatigue matinale aussi. Parce qu'un sommeil non réparateur, c'est souvent synonyme d'une pathologie. Tout à fait. Les femmes sont dites être un peu plus somnolentes que les hommes. Bonjour, François Duforest, je suis donc le responsable scientifique du Sommeil Lab Bultex. Et aujourd'hui, le podcast, c'est Sommeil et la femme. Et j'ai le grand plaisir d'inviter le docteur Marie-Françoise Vecchirini, qui travaille avec moi depuis un certain temps à l'Hôtel-Dieu, sur ce sujet. Et donc, j'espère, Marie-Françoise, que vous avez, vu vos notes, travaillé beaucoup sur le sujet. Ah, mais beaucoup. Et donc, je voulais vous demander pourquoi le sommeil de la femme, c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce qu'il y a finalement un intérêt à travailler sur le sommeil de la femme? Alors, il y a un intérêt à travailler sur le sommeil de la femme, d'abord parce qu'on en voit beaucoup plus en consultation qu'on ne voit d'hommes, et que ceci veut donc dire qu'elles ont plus de plaintes de leur sommeil que ces messieurs. Et donc, c'est déjà un point intéressant pour s'intéresser à leur sommeil. Ensuite, ce ne sera pas un scoop que de dire que l'homme et la femme sont différents et qu'il y a, au niveau de la vie hormonale notamment, et des différences fondamentales qui interviennent aussi dans le sommeil. Enfin, on sait qu'à même pathologie, très souvent la sémiologie, la présentation, les signes cliniques et même parfois les enregistrements de sommeil apportent des différences entre hommes et femmes. Et donc, il est intéressant de se pencher sur ce problème. Je dirais différence selon le genre, différence selon le sexe. Alors justement, Marie-Françoise, quand vous parlez de sémiologie différente, est-ce que quand on a une femme en consultation, quel type de plainte on a par rapport à un homme, par exemple? Elles vont beaucoup plus se plaindre de mal dormir. C'est pas fatalement de l'insomnie, mais c'est des troubles du sommeil. D'accord. C'est-à-dire, la plainte la plus fréquente, quel que soit l'âge, ce sont quand même les éveils nocturnes. Parce D'accord. que ce sont eux qui impactent le plus la qualité de la vie. Et ces éveils nocturnes, ils peuvent être très brefs, très courts, longs. Ils peuvent être nombreux, pas nombreux, survenir à différentes phases au cours du sommeil de la nuit. Et tout ceci doit être analysé avec elle pour bien savoir à quoi ils répondent et comment on peut les aider. Moi, j'avais été aussi surpris des plaintes qui étaient surtout la fatigue matinale aussi. Alors, la fatigue matinale va avec la notion d'un sommeil qu'elle juge non réparateur. D'accord. Mais ça, cette plainte matinale, vous avez parfaitement raison, qui est une plainte fréquente chez les femmes, doit toujours attirer l'attention, parce qu'un sommeil non réparateur, c'est souvent synonyme d'une pathologie. D'accord. Et justement, est-ce que les examens qu'on va demander à une femme sont différents des examens qu'on va demander à un homme? Alors, oui et non. Différent parce que je crois qu'il faut s'intéresser au problème quand la femme est en période d'activité génitale. D'accord. On s'intéresse sans doute pas assez à ce qui pourrait être un bilan hormonal. D'accord. Et notamment de travailler en réseau ou avec des personnes qui vont à la gynéco. C'est toutes les femmes sont suivies en gynécologie. Et c'est très important d'avoir une relation avec la gynéco parce que, comme vous le savez vous-même, même au cours d'un cycle hormonal, le sommeil va être différent. À cause de la température? À cause des hormones elles-mêmes. Qui, elles, vont modifier non, certains ça, oui et non. C'est beaucoup plus vrai au moment où les hormones chutent complètement, c'est-à-dire qu'on est en phase de périménopause ou de ménopause. Mais au cours des cycles normaux, vous avez la phase lutéale où vous avez beaucoup d'hormones, progestérone, estrogène, et ces hormones sont très bénéfiques pour le sommeil. Tout à fait. Vous voyez du sommeil lent plus profond, vous voyez des spindles plus nombreuses, et alors que déjà,
au moment des règles, il peut y avoir des syndromes prémenstruels qui impactent la qualité du sommeil. Ouais. Et ensuite, vous avez la phase folliculaire où il y a beaucoup moins d'hormones et où le sommeil est plus instable. D'accord. Et certaines personnes, certaines femmes ont des troubles au moment de l'ovulation, mais c'est passager, comme le syndrome prémenstruel est passager avec l'arrivée des règles. D'accord. Donc, je dirais même que quand on étudie le sommeil de la femme, lorsqu'elle est en période d'activité génitale, il faudrait savoir à quelle phase du cycle elle est. Et j'ai une question aussi, parce que souvent, nous, en consultation, les gens nous disent qu'on est fatigué, c'est pas être somnolent. Et justement, est-ce que parfois, il n'y a pas des notions, notamment chez la femme, de biologie qui nous montrent que c'est plus une fatigue qu'une somnolence? Alors oui, vous avez raison de pointer d'abord cette différence entre la fatigue et la somnolence. La somnolence, on dort et on récupère, les gens sont mis après. La fatigue, vous dormez, ça n'a pas d'influence sur la fatigue. Et ça peut être quelque chose d'autre. Et voilà, tout à fait. Les femmes sont dites être un peu plus somnolentes que les hommes. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Et très souvent, il y a une confusion entre les deux. C'est-à-dire que les femmes qui viennent et qui se plaignent beaucoup de fatigue, il faut bien différencier si c'est pas aussi somnolence. Exact. C'est d'autant plus compliqué que les deux peuvent être associés. En plus. Oui, donc on a un métier compliqué. En fait. Oui. C'est très bien. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a plus de prévalence de problèmes thyroïdiens, dont on sait que la thyroïde, lorsqu'elle ne fonctionne pas bien, il y a des troubles du sommeil, chez la femme par rapport à l'homme? Oui. Il faut toujours rechercher, notamment, par exemple, dans les troubles respiratoires, même dans le syndrome des jambes sans repos, il faut toujours chercher s'il n'y a pas une hypothyroïdie associée. D'accord. Et la ferritine, le taux de fer? Est très important. Alors, en particulier, là, on vient de citer le syndrome des jambes sans repos, où c'est véritablement une recherche systématique. Mais la ferritine joue beaucoup, puisqu'on sait qu'à certaines périodes, justement, quand il y a des règles abondantes, quand il y a au moment de la ménopause aussi, le taux de fer et la ferritine peuvent diminuer et donc peuvent soit induire des pathologies particulières, mais de la fatigue notamment. D'accord, voilà. Et des anémies ferriprives, des choses comme ça qui tout à fait, qui sont à rechercher comme vous le soulignez. Systématiquement. Oui. D'accord, très bien. Alors, il y a une chose aussi qui souvent m'intéresse, c'est que le sommeil souvent de la femme est fragile. Et qu'on a souvent des consultations de couple qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Par exemple, on sait que le bruit, par exemple, est un facteur de réveil nocturne. Et est-ce que vous avez déjà eu ce type de consultation de couple où on va dire que le mari, qui est peut-être un peu ronfleur, pose problème? Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que tout au long de la vie et dès l'adolescence, la puissance du signal en ondes lentes, qui est considéré être le sommeil réparateur, le sommeil le plus profond, au cours duquel on est réveillé plus difficilement et qui contribue à ce que vous vous réveillez reposé. Eh bien, ce sommeil-là va diminuer progressivement au cours de la vie et avec certaines étapes encore plus. Alors, le paradoxe, c'est que la femme se plaint beaucoup plus de son sommeil et elle a cette diminution, mais moins que chez l'homme. D'accord. Donc, il y a un contraste entre la plainte subjective et la plainte objective. Ceci étant dit, pour rejoindre votre question, lorsque le sommeil lent diminue, c'est au profit du sommeil léger, donc c'est au profit d'un réveil plus facile avec un stimulus extérieur. Et le bruit en est un. Le bruit et la lumière sont quand même pas les deux seuls, mais les deux stimuli extérieurs qui perturbent le sommeil. Alors, si vous avez un mari qui ronflote ou qui ronfle vraiment, là, c'est une source de consultation fréquente parce que la femme tire le mari pour venir en consultation et le dénonce avec force, comme quoi il ronfle et qu'il l'empêche de dormir. Alors, malgré les dilatateurs des narines, malgré dans les oreilles, En fait, notre spécialité, on fait de la thérapie de couple aussi. Alors, on peut faire de la thérapie de couple. Maintenant, puisque vous abordez ce problème, quand c'est la femme qui consulte pour elle, c'est très rare qu'elle vienne avec son mari.
C'est vrai. C'est très rare. Quand c'est l'homme qui consulte, il vient avec la femme vient avec, parce qu'elle veut remettre son grain de sel et renforcer ce qui la gêne. Ouais. En l'occurrence, le bruit du ronflement. Ouais. Quand elles viennent seules, elles présentent leur symptomatologie elles-mêmes, et il faut parfois, j'allais dire, faire très attention. Parce que la présentation de ce qu'elle... par exemple, vous parliez du ronflement, jamais, c'est rarissime, qu'une femme vous dise en consultation qu'elle ronfle. Ça dépend qui lui demande. Non. Soit parce que d'abord, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Alors, il y a un nombre de femmes qui sont seules. Soit parce que elles veulent pas le dire, soit parce qu'elles le sous-estiment. Et il faut vraiment poser les questions pour le savoir. Et ce qui fait que comme le ronflement est une entrée dans le dépistage des troubles respiratoires du sommeil, eh bien, j'allais dire, il faut se méfier des femmes, après la ménopause notamment. Mais ça fait longtemps que j'avais compris. Qui ne rapportent pas ce signe et qui ont quand même des troubles respiratoires, mais à côté desquels on passe. Les généralistes font beaucoup moins dépister les femmes en consultation du sommeil ou en enregistrement que les hommes. Parce qu'on a l'impression que les troubles respiratoires, c'est une pathologie de l'homme. Et il faut vous dire qu'après la ménopause, c'est 1,5 homme pour une femme. Alors qu'avant la ménopause, c'est 2 à 3 hommes pour une femme qui ont des troubles respiratoires nocturnes. Excellent. Enfin, excellent. Je dirais pas excellent, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir ces choses-là. J'ai une question aussi à propos, justement, du sommeil du couple, sur ces notions de thermorégulation. Est-ce qu'il y a une différence de la thermorégulation de la femme par rapport à la thermorégulation de l'homme? Je vois, par exemple, qu'on avait fait une étude, nous, sur la taille des lits, et que finalement la taille des lits joue également. Alors est-ce que c'est un problème de thermorégulation? Est-ce que c'est un problème purement d'encombrement, on va dire, physique? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce qu'il y a une vraie différence dans la thermorégulation de la femme par rapport à la thermorégulation de l'homme la nuit? Alors, concernant la taille du lit, je pense que de toute façon, plus on est à l'aise, mieux c'est, et que souvent on recommande d'avoir 2 matelas séparés. Parce que le mouvement de l'un gêne beaucoup moins les mouvements de l'autre et que le poids de l'un interfère moins avec le poids de l'autre, etc. Ouais. Quant à la thermorégulation, il y a des différences dans les rythmes, quels qu'ils soient, et notamment le rythme de la température, entre les hommes et les femmes. D'abord, le rythme de la température, mais qui entraîne aussi, parce que c'est lié avec le rythme de la mélatonine, qui est cette hormone de l'obscurité qui favorise quand même le sommeil, sont en avance de phase par rapport à celui de l'homme. Les études de Sessler aux États-Unis avaient montré à peu près 1 heure et 1h30 d'avance de phase. Ouais. C'est pourquoi elles ont envie de dormir plus tôt. Elles vont se coucher plus tôt. Donc il y a un décalage de rythme. Un décalage de rythme, et en partie il y a ça. Mais la température joue aussi beaucoup au moment de la ménopause. D'accord. Parce qu'il y a des troubles vasomoteurs, il y a les bouffées de chaleur, mais même les femmes qui n'ont pas ça, elles ont, avec les modifications des hormones, notamment hypothalamiques, et dans l'axe qui va jusqu'aux gonades féminines, eh bien, il y a des modifications de ces hormones hypothalamiques qui entraînent des éveils par le biais d'augmentation de petites poussées de température. Si je reprends aussi, parce qu'en vous écoutant, ça me vient d'autres questions, est-ce qu'il est vrai que, vous parliez des rythmes et d'horloge biologique, l'horloge biologique, notamment du nourrisson, du jeune enfant de sexe féminin, est différent de celui du sexe masculin? Alors, moi, je ne connais pas de travaux qui disent vraiment ça, l'horloge. Sur l'horloge. Mais je connais des travaux qui, dès la naissance, alors les travaux sont fragiles, il n'y en a pas beaucoup, et beaucoup de travaux sur le sommeil ont été faits dans d'autres buts. D'accord. Mais on sait que ce que l'on peut synthétiser, c'est dire que la maturation du sommeil est plus précoce et plus rapide chez la petite fille que chez le petit garçon.
Alors, c'est montré comment, et à l'adolescence, il y a des différences qui, elles, du coup, sont subjectives et objectives. Objectives. Et très nettement. Alors, comment ça a été étudié? Et essentiellement sur les rythmes G et les durées de période de sommeil, les rythmes infralents et les rythmes rapides, etc., qui ont apporté des preuves encore fragiles, mais qui semblent se confirmer sur cette différence dès la naissance. Et qui perdure à l'adolescence. Et les premières années de vie. Les premières années de vie. Est-ce que ça va jusqu'à la maturation de l'horloge biologique à l'adolescence? À l'adolescence. Oui. Regardez, quand on parle du retard de phase, qui est physiologique à l'adolescence, les filles commencent ce retard de phase un an plus tôt. Est-ce que c'est une chose qui expliquerait qu'il y ait plus d'étudiants en médecine filles que garçons? Je suis pas sûre. Là. Parce que là, il y a quand même des différences, manifestement. Elles récupèrent mieux, elles apprennent plus. Il y a des différences aussi dans le concours de première année. Je verrai quand même des différences plus terre à terre, que véritablement biologiques, si ce n'est que les filles, à cet âge-là auquel ils arrivent en P1, 18 ans, sont donc en pleine adolescence, qui commence à être presque tardive, pas vraiment, sont des filles qui sont plus matures, là c'est vrai, et qui vont s'accrocher davantage au travail, et notamment au travail de mémorisation, que demandent les études en médecine et la première année. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'à l'adolescence, il y a aussi des études très fines sur les rythmes cérébraux et en IRM, cérébrale, qui montre que dans la maturation progressive, on sait que les ondes lentes vont se balader. Les ondes lentes ont beaucoup d'importance. Et elles vont, au cours de la première partie de vie, des régions postérieures vers les régions antérieures. Et on a montré avec ces IRM qu'il y avait plus de substances grises, plus importantes, au niveau des régions qui correspondent au langage. D'accord. Avec une plus grande force dans ce qui étaient les faisceaux qui relient les deux hémisphères. D'accord. Les garçons, eux, ils ont plus de puissance en préfrontal, dans ce qui est plus, disons, l'habileté motrice, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus intelligent que l'autre. J'espère bien. Encore qu'on a montré que les spindles, c'était en rapport avec le QI fluide et uniquement chez la fille. Voilà, mais ça va dépasser ce qu'on est en train de dire. Là, ils utilisent leur cerveau différemment. Différemment, très, avec quand même des modifications de structure encore différentes. Et si je pose mes dernières questions, là, qu'est-ce que vous préférez suivre des gens des insomniaques femmes ou des insomniaques hommes? Je préfère suivre des insomniaques qui vont faire l'effort de connaître leur sommeil. D'accord. Et qui vont faire l'effort d'accepter un certain nombre de règles expliquées, dont on justifie le pourquoi scientifique. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, pour justement éviter toutes les croyances autour du sommeil. Voilà. Et que, surtout, ne pas donner suite à des fausses croyances. Des fausses croyances, ok. Qui sont après très préjudiciables à la prise en charge des troubles du sommeil. D'accord. Et j'ai une petite question subsidiaire que je vous ai déjà posée, donc vous avez peut-être certainement réfléchi là-dessus. C'est, est-ce que la Lune, ça joue sur le sommeil de la femme? Alors, je vous renvoie à 2 articles qui viennent d'être publiés, qui sont les articles d'Écochard et collaborateurs, qui ont d'ailleurs mis dans l'équipe lyonnaise de Claude Gronfier, sur les rythmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des études, il faut bien comprendre, épidémiologiques, qui ont pris des bases de données américaines et des bases de données européennes, et alors, ça donne un nombre de cycles colossal chez les femmes. Ils ont, dans un premier temps, montré que ces caractéristiques du cycle féminin étaient très certainement liées à une horloge. Et en définitive, ça ne nous étonne pas beaucoup, puisqu'on sait que nos rythmes sont liés à l'horloge qui est située dans une structure particulière du cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Alors maintenant, reste à définir comment cette horloge qui dominerait les caractéristiques du cycle féminin et
dans cette horloge du noyau suprachiasmatique. Et puis, ils ont montré, et c'est là la réponse précise à votre question, mais comme ce sont les mêmes bases de données, qu'il y avait une relation qui était statistique, mais une relation qui est faible quand même, avec le rythme de la Lune. Le rythme de la Lune étant de 29,5 semaines. Jours, pardon. De 29,5 jours. Et donc, ce qui veut dire quand même que quand on rigole, quand les femmes disent « Oh là là, je vais accoucher, c'est la pleine lune », ou quand les femmes viennent consulter et disent « Oh mais c'est affreux, mes troubles du sommeil, au moment de la pleine lune, c'est pas possible », peut-être qu'au lieu de rire, on devrait les écouter, comme vous dites, et prendre ça en considération possible. D'ailleurs, la Lune jouant aussi, mais ça on le sait depuis très longtemps, sur la puissance du signal lumineux. Tout à fait. Une lumière bleue, en plus. Tout à fait. Allez-y. C'est une très bonne idée d'insister en plus en fait que c'est une longueur d'onde, pour laquelle l'horloge est particulière. Même en faible luminosité d'ailleurs, puisqu'on a quelques luxes. Oui. Mais ça sera l'objet d'un autre podcast certainement. Mais écoutez, sur la lumière. Écoutez, en tout cas, moi, c'était encore une fois ravi d'échanger avec vous. Alors, j'aurais pu me présenter. J'ai omis de vous présenter. Et donc, c'était l'objet justement de ma dernière question pour faire le tour. Marie-Françoise, donc vous travaillez à l'Hôtel-Dieu. Et j'ai le plaisir de travailler souvent le même jour que vous, enfin autrefois. C'est un grand plaisir, mais est-ce que justement vous pouvez vous présenter sur votre fabuleux background, parce que vous avez quand même une sacrée expérience du sommeil et dans ses différentes composantes. Mon background est très simple, c'est que je travaille maintenant beaucoup plus comme clinicienne à l'Hôtel-Dieu. On a encore un protocole de recherche qui est en cours et qui continue. Je suis également investie dans l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui est un organisme qui a pour but d'informer le grand public sur le sommeil, sa physiologie, ses pathologies, et de plus en plus dans une optique de prévention. Et donc, ça, c'est important. Enfin, en tant qu'ancienne présidente de la Société française de recherche et de médecine du sommeil, je continue à suivre les différents travaux de cette société, les commissions et tout ce qui est, en fait, renouveau des recommandations qui sont émises par la société savante pour nous, les médecins de pratique. Et je rajouterais une chose qui me semble extrêmement importante, c'est que vous formez également tous les internes, les externes, les chefs de clinique, et je dirais même parfois... On participe à ça, et on vous remercie grandement sur ce sujet-là de transmission, à la fois d'inspiration et de transmission. Du savoir. Merci à vous. Merci Marie-Françoise.